De Lucien Febvre, Martin Luther un destin, Érasme Hutten, Rome suite. Érasme lui-même, malgré sa finesse, son tact psychologique si subtil, il ne perçut pas nettement à la première heure tout ce qui opposait en Luther et en lui des représentants de deux états d'esprit irréductibles. N'en soyons pas surpris. Encore une fois, la partie n'était pas égale à cette date entre les deux hommes. Luther avait tout pour connaître et juger Érasme, toute son œuvre, si vaste déjà et inachevée. Pour connaître Luther, Érasme n'avait rien encore, ou presque rien. Ainsi s'explique qu'il ait pensé d'abord à utiliser Luther, son ardeur, son talent, pour le succès de la cause qui lui était chère, la diffusion et le progrès de sa philosophie du Christ. En 1504, il avait publié pour la première fois un traité destiné à éclairer ceux qui, faisant consister la religion en cérémonie et en observance judaïque de choses matérielles, négligeaient la véritable piété, selon ses mots. C'était l'Enricidion Militis Christiani, livre hardi, qui contenait en substance le programme des réformes souhaitées par Érasme. En 1504, il n'avait pas obtenu, semble-t-il, grand succès, mais il avait été réédité. En 1515, il avait trouvé en Allemagne notamment des lecteurs enthousiastes. Dans l'été de 1518, Érasme chargeait Froben de le publier à nouveau et composait pour cette réédition une longue préface dédiée à un abbé alsacien, Paul Volz. C'était un manifeste. Avec prudence, à son ordinaire, mais avec décision, Érasme y conduisait une opération fort adroite. Il couvrait Luther, tout à la fois de son autorité et de sa modération. Il se gardait de nommer le fougueux Augustin, mais dans un passage semé d'allusions, il s'instituait l'avocat d'une liberté de critique qu'il revendiquait, et pour lui, et visiblement pour Luther. Citation. De même, voilà quelqu'un qui nous avertit, mieux vaut se fier à de bonnes actions qu'aux grâces octroyées par le pape. Veut-il dire qu'il condamne absolument ces grâces? Non, mais qu'il leur préfère les voies que l'enseignement du Christ indique comme plus certaines. Fin de citation. Traduction assez libre des opinions de Luther, mais la manœuvre était pleine d'adresse. Citation. Cet homme est de mes hommes, semblait dire l'humaniste en désignant le moine. C'est une tête chaude, sans doute, mais écoutez, je vais vous présenter à ma mode ses griefs et ses objections. Quand il parlera par ma bouche, vous direz tout d'une voix, il a raison. Au reste, ces critiques préface d'un programme complet de réforme et de rénovation. Ce programme, dès 1504, je l'ai présenté à la chrétienté. Je le lui présente à nouveau en 1518, dans cette édition revue et corrigée de l'Enchiridion. Fin de citation. Tactique habile, intelligente et souple, elle montre jusqu'à l'évidence qu'en 1518, Érasme connaissait encore bien mal Luther. Qui l'aurait pu d'ailleurs avertir de son erreur? Un seul homme, Luther, en rendant public des griefs qu'il n'avait confiés qu'à des amis choisis dans des lettres privées. Mais cette révélation brutale, encore qu'elle fût forte dans son tempérament, Luther pour 100 raisons ne pouvait la faire. C'eût été la rupture. Or Luther ne pouvait pas rompre avec Érasme. Seul, il n'aurait peut-être pas hésité à le faire. Il n'était plus seul. Des hommes l'entouraient, des amis, des partisans, dévots à lui, mais dévots à Érasme, incapables de jeter l'anathème sur l'un pour demeurer fidèles à l'autre. Des hommes l'entouraient, qui pesaient sur lui, l'amenaient doucement à faire le geste nécessaire, celui qu'il accomplit le 28 mars 1519, lorsqu'il rédigea à l'adresse d'Érasme une lettre, la première pleine d'humilité et de soumission extérieure, très orgueilleuse au fond et très brutale, une mise en demeure, avec ou contre moi. Mais Érasme non plus n'était pas libre de dire, sinon de voir, que Luther n'était pas un de ses tenants, pas libre de dénoncer les fautes qu'il lui voyait commettre, énormes cependant de son point de vue à lui. C'est que tout de suite, avec leur flair grossier,
ses ennemis entre lui et Luther avaient noué un lien direct. Luther, un suivant, qui sait, un prête-nom d'Érasme. L'humaniste avait dû comprendre que dès lors, toute condamnation de Luther serait sa condamnation à lui, un coup mortel porté à la cause même de la réforme humaniste, à sa cause. À tout prix, il fallait empêcher les moines haineux de rejeter Luther comme hérétique. À tout prix, il fallait protéger Luther, intercéder pour lui auprès des princes, des prélats, des grands esprits, faire l'opinion et la rendre intangible. À tout prix enfin, il fallait peser sur Luther, obtenir de lui qu'il usât de prudence sans se laisser pousser à l'irréparable. Besogne énorme. Érasme s'y attela virilement, habilement. Ainsi s'établit entre deux hommes munis de viatiques empruntés, l'un à cette antiquité païenne dont Érasme se nourrissait avec délice, et qui l'aidait sans doute à comprendre Jésus. L'autre à la doctrine paulinienne et à la tradition augustinienne. Ainsi s'établit entre Luther, uniquement et passionnément chrétien, et Érasme, adepte infiniment intelligent d'une philosophie du Christ toute saturée de sagesse humaine, une sorte de compromis qui permettait l'action. Ainsi, dans l'opinion des lettrés naquit ce préjugé si fort qu'il vit toujours, Luther, le fils spirituel et l'émule d'Érasme, le réalisateur de ses velléités réformatrices. Une équivoque, une première équivoque, il y en eut d'autres, bientôt, et de plus graves. 2. Les huténistes. Ce sont, dans l'histoire d'Allemagne, 2 années particulièrement troublées que les années 1518 et 1519. La seconde s'ouvre sur un événement dont la première, dans les chancelleries, avait été tout employée à prévoir les conséquences et à régler les suites, la disparition de Maximilien. Depuis des mois, quand le 12 janvier s'éteignit le Weisskönig, les candidats étaient au champ. François Ier achetait les votes des électeurs, mais Maximilien, pour le compte de Charles, les rachetait ensuite avec obstination. Les fugueurs, dans la coulisse, finançaient les surenchères. Cependant, Henri VIII supputait ses chances, et le protecteur de Luther, l'électeur Frédéric, vu d'un œil favorable par une diplomatie pontificale hostile aux Valois comme aux Habsbourg, attendait son heure si elle devait venir. Une fièvre montait, plus forte quand la mort de Maximilien eut posé la question nettement devant le collège. On citait l'électeur qui se vendit 6 fois, 3 à Charles, 3 à François. Or, la partie n'était pas qu'entre princes. Toute l'Allemagne la suivait de près avec une passion grandissante. Et d'habiles audacieux pamphlétaires, agissant avec force sur l'opinion troublée, mêlaient, dans une vive campagne, aux déclamations contre l'étranger, contre le roi français trop fort et trop autoritaire, des attaques passionnées contre Rome et le pape. Ainsi se manifestait cette xénophobie dont nous avons plus haut indiqué les motifs. Liberté, liberté, c'était le mot d'ordre de tous ses partisans. C'était, pour ne retenir que lui, le mot d'ordre du plus éloquent de ses journalistes avant le journal. Un homme dont il est bien difficile de définir le programme, mais dont l'action sur les masses était saisissante. Cet étrange Ulrich de Hutten, que Kalkoff, dans ses récents travaux, voudrait jeter à bas de son piédestal de héros national allemand et d'actif promoteur de la réforme luthérienne, pour le réduire au rôle d'un chevalier sans scrupules, uniquement attentif aux intérêts des chevaliers. Mais son talent demeure hors de cause, sa prodigieuse activité également, l'étonnante fécondité avec laquelle il alimente par lui et par tous ceux qui se groupent autour de lui une campagne de presse d'une ampleur insolite. Le succès enfin qu'il contribue si fort à procurer. Au moment décisif, lorsqu'il fallut en venir au vote, des tractations, des conventions, des ventes aux enchères, plus rien ne tint. Une grande vague de nationalisme germanique submergea toutes ces misérables petites choses. Sous la pression d'une opinion émue, troublée jusque dans ses profondeurs,
et qui réunissait dans une étrange unanimité les bourgeois, les nobles et les humanistes, Crotus Rubianus à Hutten et Franz de Sickingen, roi des chevaliers pillards, à Jacob Fugger le riche d'Augsbourg, tandis que 12 000 piétons et 2 000 cavaliers prêts à faire front contre le roi de France se massaient spontanément aux portes de Francfort, Charles de Habsbourg, le 28 juin 1519, sortit vainqueur de l'urne électorale.